Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Aujourd'hui, nous allons parler de sensorialité et par extension de perception du monde et de comportement pour les personnes autistes. La perception du monde par les personnes autistes est vraiment différente des non-autistes et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va un petit peu être comme pour la considération de l'empathie. Donc comme nous allons comprendre l'empathie, en tout cas pour certaines personnes autistes, comme la compréhension des codes sociaux et par extension des habilités sociales, qui pour cette dernière va être basée par exemple sur la compréhension des éléments de contexte, qui elle va être absolument fondamentale, la compréhension du second degré, la reconnaissance des émotions, la reconnaissance des visages, etc. Mais la question n'est pas là, la question est véritablement sensorielle. Cet épisode, qui s'adresse à tout le monde et plus particulièrement aux non-autistes, va s'appeler percevoir le monde autistiquement. Le terrain de la sensorialité va permettre de se poser certaines questions qui vont être quasiment philosophiques et dont une en particulier qui est percevons-nous la même réalité? Et ça me semble assez fondamental. La sensorialité chez les autistes va influencer énormément de comportements, va influencer notre fatigue, va influencer nos difficultés, mais va aussi avoir un impact énorme et rendre très important nos notions de plaisir. Car sous certains aspects, nos plaisirs ne sont pas pareils, ou en tout cas ne se ressentent pas de la même manière que chez les personnes non autistes. En mettant de côté un petit peu les aspects de l'empathie, des compréhensions des codes sociaux, c'est véritablement nos sens, que ce soit dans le ressenti ou le traitement de l'information par notre cerveau, qui va nous permettre de ressentir et de comprendre le monde qui nous entoure. C'est logique, ça semble évident comme ça, mais ça fait du bien de le rappeler de temps en temps. Chez nous, autistes, nos sens, nos sensibilités, nos capacités et le contexte de perception de cette sensorialité va avoir une influence sur nos plaisirs, nos fatigues, nos difficultés et nos souffrances. Une petite parenthèse, car oui, je préfère insister sur le terme de souffrance en tout dernier, parce que beaucoup trop nombreuses sont les personnes qui vont voir l'autisme uniquement à travers le prisme de la souffrance, et vont décrire les personnes autistes en souffrance, uniquement en souffrance, et que notre vie n'est que souffrance. Alors que c'est pas du tout le cas. Il faut sortir un petit peu de la pathologisation et aller un petit peu dans la connaissance de nous-mêmes, de nos difficultés, de nos limites, pour maximiser notre plaisir. Et là, je vous ferme un petit peu la parenthèse. La souffrance, elle, va être contextuelle. Elle n'est pas l'autisme, c'est pas le fondement de l'autisme. L'autisme est une structuration différente du cerveau, par extension un traitement différent de l'information perçue par notre cerveau, mais ce n'est pas nécessairement de la souffrance, qui elle va être contextuelle et clairement systémique et sociétale. Notre sensorialité particulière va avoir nécessairement un impact sur notre plaisir et selon le contexte, il prend des dimensions que les non-autistes pourraient même nous envier. Et ça, j'irai à la fin et c'est pas forcément, pour les personnes qui sont pas encore en âge de parler de certains aspects de plaisir. Je vais le présenter comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails sur cet aspect-là, mais je l'évoquerai quand même à la fin parce que ça a une importance toute particulière pour les autistes. Je vous parle de sensorialité, mais pour le coup, on va quand même un petit peu détailler sur quels sens sont concernés. Pour aller au plus simple, il y a déjà le goût, l'odorat, la vue, avec par exemple la photosensibilité, le toucher, l'ouïe, et pour le toucher et l'ouïe, je mettrai peut-être une petite pointe particulière sur la musique, qui, à mon sens, dans ma perception, va se trouver à la fois dans l'ouïe, dans l'auditif, forcément, et dans le toucher, avec les vibrations de l'air qui sont souvent induites par la musique. Il y a également le vestibulaire, qui concerne les mouvements et l'équilibre, donc le corps en mouvement, et la proprioception, qui va être la perception du corps, et donc, par extension, la perception du corps dans ses limites et dans sa, entre guillemets, géographie, où se trouvent les bras, où se trouvent les jambes, où se trouve la tête, etc. En ce qui concerne la sensibilité, on voit souvent les autistes comme hypersensibles et uniquement hypersensibles, et souvent hypersensibles sur tous les sens. Mais, à l'opposé, on peut également être hyposensible. L'hypersensibilité et l'hyposensibilité vont avoir de grosses influences sur nos comportements, nos ressentis, nos habitudes. Il faut garder à l'esprit, et c'est très très important, qu'il peut y avoir coexistence d'hyper et d'hyposensibilité, tout comme il peut y avoir coexistence de TDAH et d'autisme. Il peut y avoir des switches entre hyper et hyposensibilité qui peuvent varier en fonction du contexte, si c'est quelque chose qui plaît, si c'est quelque chose qui ne plaît pas, en fonction du degré de fatigue, du moment de la journée, etc., etc. Bref, il n'y a pas de règle établie.
il y a parfois coexistence d'hyper et d'hyposensibilité et certaines personnes vont s'en apercevoir lorsqu'elles vont, par exemple, écouter de la musique ou avoir des contacts physiques ou avoir des odeurs dès qu'on arrive à saturation ou en matière de fatigue, il peut y avoir des switches entre hyper et hyposensibilité. L'hypersensibilité comme l'hyposensibilité est à voir non pas d'une manière générale, mais au niveau de chacun de nos sens. Ça peut être différent en fonction du goût, de l'odorat, de la vue, du toucher, de l'ouïe, du vestibulaire et du proprioceptif. Cela rend très important le fait d'aller faire un profil sensoriel chez un ergothérapeute ou une psychomotricienne. Ces professionnels-là vont aider à avoir justement un profil sensoriel et donc établir quel sens va être hypersensible, quel sens va être hyposensible et quels sens vont être les deux. C'est extrêmement important pour pouvoir prendre conscience de ses besoins, des limites de nos capacités et s'outiller correctement. Par exemple, pour Louis, avec un casque à réduction active de bruit qui ne nous empêche pas d'écouter à fond du métal dedans de temps en temps. Comme je vous le disais, il peut y avoir des switches entre hyper et hyposensibilité quand on a les deux qui coexistent sur un seul et même sens. Dans ma perception, dans ma propre analyse, j'estimerais que ça dépend de la fatigue, ça dépend de mes envies et de qui a le contrôle entre le TDAH et l'autiste. Je peux, par exemple, avoir un énorme besoin de musique très forte, par exemple, et quelques minutes après, je vais avoir besoin de silence complet. J'imagine que c'est au moment où le besoin de surstimulation va arriver à remplir complètement, mes besoins, à générer peut-être assez de dopamine, qui sait, et puis là, je vais tout couper d'un seul coup et silence complet. Ça va avoir une influence sur l'hyper ou l'hyposensibilité des autres sens par extension, en fonction de comment le cerveau va interpréter l'ensemble et comment il va être fatigué en début de journée, en fin de journée. Si ma jauge d'habilité sociale a été complètement remplie, voire déborde complètement. Bref, il n'y a pas de règle établie et c'est à voir au cas par cas en fonction de la personne, avec l'observation et avec la connaissance de soi. Notre sensorialité peut avoir des aspects négatifs qui vont contribuer à la fatigue. Mais alors pourquoi? Déjà, notre perception sensorielle est souvent sans filtre, c'est-à-dire que tous les stimuli sensoriels vont arriver en même temps au niveau du cerveau. Pour pouvoir faire une analogie uniquement au niveau de l'ouïe, comme ça c'est beaucoup plus facile à comprendre, dans une foule, dans un open space, dans un amphithéâtre, toutes les paroles vont arriver en même temps, tous les bruits de stylos sur les tables, tous les téléphones, le prof qui parle, les personnes dans un open space qui vont être au téléphone ou sur leur clavier ou au niveau de la machine à café, tous ces sons arrivent en même temps au cerveau, ce qui peut rendre très difficile la compréhension d'un interlocuteur qui se trouve parfois en face de nous. Nous fait perdre le eye contact si jamais on l'avait à ce moment-là et qui nous oblige à moins masquer parce qu'on est obligé de reporter notre énergie sur un autre type de filtre et on ne peut pas filtrer complètement et ça va contribuer à la fatigue, une surstimulation et une surcharge. Et là, le mieux dans ces cas-là, c'est de s'isoler pour pouvoir redescendre en surcharge sensorielle. Cette perception est sans filtre et à côté de ça, ou en surcouche, nous allons avoir des déclencheurs qui vont être soit mineurs, soit majeurs. Les déclencheurs sont des stimulations qui vont contribuer à la fatigue, à une surcharge sensorielle, voire à une surstimulation. En, déclencheur mineur me concernant, il va y avoir, on va dire, certains bruits, certains petits sons qui d'habitude ne sont pas forcément gênants, mais en fonction du degré de fatigue, qui vont devenir de plus en plus pénibles. Ça peut être le bruit de quelqu'un qui mange, par exemple, même si la plupart du temps, c'est assez difficile. Et en déclencheur majeur, me concernant, ce sont les personnes qui sifflent. En général, dès qu'une personne siffle, j'ai l'impression d'avoir un poignard enfoncé dans les oreilles et c'est très, 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 très gênant. Et si dans un moment d'extrême fatigue, il y a des gens qui sifflent, forcément ça amène tout droit vers la surcharge et c'est vraiment pas pratique pour continuer une journée. Donc dans ces moments-là, à part s'isoler, il y a pas beaucoup de solutions. Cette, sensorialité dans ces aspects négatifs vont naturellement dépendre du contexte. Il y a certains contextes dans lesquels certaines stimulations vont être très problématiques et dans d'autres où ça ne va pas l'être. Comme du bruit par exemple, comme de la musique très forte. Si c'est une musique que l'on choisit, que l'on aime, ou dans un endroit où ce bruit va être assez normal, comme par exemple un parc d'attractions qui nous fait super plaisir, là, dans ces cas-là, le contexte va influer directement sur notre perception sensorielle. J'ai un exemple en matière de perception sensorielle, qui va être influencé par le contexte. C'est un moment donné où j'étais dans la salle d'attente d'un médecin et il y avait une personne qui
respirait extrêmement fort avec énormément de bruit. Ça me dérangeait vraiment beaucoup, c'était très, très, très compliqué à gérer, mais j'ai levé la tête et j'ai voulu regarder cette personne. Sauf qu'il s'agissait d'une dame avec une trachéotomie, donc elle avait eu une chose qui l'aidait à respirer. Et là, dès que j'ai vu ça, bah forcément, ça rendait sa respiration nécessairement bruyante. Et là, ça a été géré différemment par mon cerveau et je suis descendu en surcharge. Ça a été beaucoup plus simple à gérer pour moi parce que le contexte imposait justement que ce bruit était devenu, on va dire, normal, ou presque. Le traitement de l'information, justement, va être influencé par la perception sans filtre, par ce contexte et par ses déclencheurs. Tout ce traitement de l'information va être nécessairement épuisant, qu'il soit positif ou non. Mais quand c'est dans un contexte négatif, fatalement, ce traitement de l'information va être beaucoup plus énergivore, surtout si l'on doit prendre sur nous et masquer. Bref, tout cela peut entraîner une surcharge ou une surstimulation. La solution pour ça, c'est s'isoler. Il n'y a pas d'autre solution que s'isoler, que pouvoir redescendre en surcharge et si on en a le luxe, c'est de faire une micro-sieste ou à défaut de dormir, au moins se foutre sous la couette pour pouvoir se calmer et redescendre doucement, avec le moins de stimulation sensorielle possible. J'ai commencé par le négatif, mais le positif dans tout ça. Parce que oui, ça me semble évident à moi, mais pas à tout le monde, mais l'autisme, ce n'est pas, ou pas que en tout cas, des difficultés et encore moins de la souffrance. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet-là, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'autisme, qui est structurel, une structuration différente du cerveau, un traitement différent de l'information qui arrive dans le cerveau, et toutes les comorbidités qu'il peut y avoir dans le package qui est servi avec. De la dyslexie, comme un trouble anxieux, certains parfois des problèmes intestinaux, parfois une déficience intellectuelle. Bref, je ne ferai pas la liste ici et je referme la parenthèse. Dans tous les cas, ce n'est pas que de la souffrance et il peut y avoir du positif et par extension du plaisir. Dans ce plaisir, la prise en compte du contexte, des besoins, des limites et la connaissance de notre sensorialité, donc de ce profil sensoriel, va être un prérequis, ou en tout cas va énormément aider. Tout n'est pas que aspect négatif, mais on peut aussi avoir du plaisir. Parce que oui, la vie, c'est aussi, et on va essayer de faire en sorte que, surtout, du plaisir. Ce plaisir, forcément, vu que notre sensorialité est différente, va être perçu différemment. En tout cas, c'est ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, avec le temps, à force de discuter avec des personnes qui n'étaient pas autistes sur la perception et sur les ressentis liés à certaines expériences. Lorsque l'on est autiste, on peut avoir tendance à répéter les mêmes choses, revouloir voir les mêmes choses, écouter les mêmes musiques en boucle, ressentir les mêmes stimulations au niveau du toucher. Tout ça, certes, parfois c'est vu comme de la stimulation, mais c'est également du plaisir. Dans ces aspects positifs, les autistes ont une perception accrue des détails de l'environnement. Contrairement aux non-autistes qui vont avoir une vision globale des choses, les autistes, on va d'abord voir le détail avant de le construire en vision globale. Un peu comme un puzzle qu'on va monter correctement alors que les non-autistes vont le faire à l'envers. Cette vision est appelée fragmentée. Et ça me semble assez important de le repréciser. D'ailleurs, j'aurais peut-être même dû le dire au début, mais c'est pas grave. Par exemple, pour rechercher quelque chose ou se déplacer dans une foule, ça va être très pratique. Lorsqu'on est TDAH, on a même tendance à zigzaguer entre les personnes dans une foule. Et quand on est autiste, on serait peut-être même capable de trouver une pièce dans du gravier, et ça, je trouve que c'est super fort. Lorsque l'on est autiste, aller aux champignons, par exemple, s'intéresser à quelque chose ou rechercher quelque chose en particulier, ça peut quand même apporter certains avantages par rapport aux non-autistes. Ça me semble pas négligeable, pardon, de le rappeler. Le plaisir chez les autistes, lorsqu'il est lié à la sensorialité, va avoir par extension une toute autre dimension. Parce que oui, dès qu'on parle du plaisir en général, donc de la bouffe, se balader en forêt, ou le plaisir sexuel, qu'il soit solitaire ou pas d'ailleurs, a une toute autre dimension. La perception qui va être sans filtre dans un contexte positif, par exemple des sens qui vont être envahissants, et dans le bon contexte, pardon, ça va avoir une dimension vraiment différente. Et les personnes qui ont pu avoir des relations avec des personnes autistes peuvent parfois s'en apercevoir dans ce genre de moment. Car oui, ça a une influence énorme. Oui, je vois votre petit sourire en coin, je suis certain que vous avez des idées en tête, ou des souvenirs. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous. Attention cependant, parce que
Même dans un aspect positif, la sensorialité et le traitement de l'information va contribuer à la fatigue et c'est à prendre en compte à chaque instant lorsque l'on est dans des moments, y compris de plaisir. De temps en temps, il faut s'accorder des pauses pour redescendre un petit peu en surcharge et laisser le temps à notre cerveau de traiter toutes ces informations et de pouvoir descendre en traitement d'informations comme un petit peu de la RAM dans un PC. Ouais, ça me semble être une analogie plutôt pas mal. Bref, dans tous les cas, on n'oublie pas de s'isoler et de prendre en compte ses propres limites, liées à la fatigue, liées au contexte ou liées avec les personnes avec qui on est, naturellement. Je ne m'étendrai pas sur l'aspect sexuel, qu'il soit masturbatoire ou avec une ou plusieurs personnes, ça va dépendre des préférences de chaque. Ça pourrait même faire l'objet d'un podcast à lui tout seul, comme ça me permettra de mettre une petite alerte pour que ce soit pas, mis entre les oreilles éventuellement d'enfants. Ce serait dommage. Ouais, surtout pour mon image. Peu importe. Tout ça pour dire que la sensualité va avoir une influence énorme sur beaucoup de nos comportements, beaucoup de nos habitudes, beaucoup de nos rituels et même beaucoup de nos choix, notamment en matière de vêtements, en matière d'aménagement de notre intérieur, et cetera, et cetera. Bref, ça a une influence directe sur notre perception du monde. La question du début, fatalement, se repose à la fin. Percevons-nous la même réalité que les personnes non autistes? Percevons-nous le même monde? Dans tous les cas, nous sommes complémentaires, autistes, non autistes, et c'est le principe même de la neurodiversité. Et je terminerai avec ça, tout simplement.